On va passer à encore plus difficile et encore plus délicat. Donc, une oncologue très connue, reconnue, qui s'appelle Stéphanie Traguer, qui travaille au centre hospitalier Rive de Seine. Elle est également membre de la SOS et elle a travaillé notamment sur un référentiel, vous allez voir, sur les plantes, mais elle a beaucoup, beaucoup de compétences. Et c'est le sujet le plus difficile parce que dans les interventions de médicamenteuses, on avait dans la plateforme réfléchi en disant on va dire la catégorie autre, tout ce qui reste, les plantes, les thérapies un peu qui sont un peu plus délicates, on va dire, à aborder. Donc merci d'être là et merci de nous faire partager ton savoir. Merci beaucoup Grégory, merci de m'avoir invité justement pour parler en effet de ce gros, je dirais, chapitre des interventions élémentaires. Alors je vais vraiment faire suite à l'intervention de Bruno Reynard et enfoncer le clou, notamment sur les compléments alimentaires. Et je vais m'attacher beaucoup à la phytothérapie et minéraux. Je vais en frustrer beaucoup parce que je ne vais pas pouvoir aborder les champignons, enfin tout ce qu'on peut ingérer, mais on va essayer déjà de mettre un peu de clarté dans cette phytothérapie. Moi, je suis très heureuse de participer à ce colloque et de voir que les choses s'organisent sur la recherche dans le cadre des INM, parce que ce qui ressort tout le temps, c'est quand même les 80% de satisfaction de nos patients, quel que soit l'INM. Et je pense qu'il faut qu'on aille au-delà des croyances, parce que tant du grand public que des professionnels de santé, et qu'on montre un peu d'objectivité et de données scientifiques justement pour abattre tous ces préjugés. Alors, juste un petit mot global, un petit état des lieux sur la phytothérapie. Est-ce que c'est finalement très utilisé ? Et là, j'ai sorti une étude de 2013 qui s'intéressait à l'utilisation des pratiques complémentaires au sein de la population générale en Angleterre. Et vous voyez qu'on retrouvait une prévalence de 41%. On avait à peu près 97 000 personnes qui avaient été interrogées, avec une prédominance très importante de la phytothérapie, notamment de l'aromathérapie, donc qui est l'utilisation des huiles essentielles, et puis ensuite homéopathie, massage, réflexologie. Si on s'intéresse aux enfants, et je pense qu'il faut vraiment aussi, au sein de cette société, qu'on s'y intéresse de façon, je dirais, plus détaillée, puisque les enfants sont soignés beaucoup par de la phytothérapie. Vous voyez que la prévalence de l'utilisation des pratiques complémentaires était de 34%, avec majoritairement de la phytothérapie des huiles essentielles. Et quand on voit les interactions potentielles, je pense que c'est important de s'y attarder. Alors ça, c'est une slide de notre référentiel sur les pratiques complémentaires qu'on avait essayé de réaliser en 2012. Enfin, on n'a pas qu'essayé, on l'a fait d'ailleurs. Et l'idée, c'était de donner un maximum d'informations pour les soignants, pour que les oncologues puissent ouvrir le dialogue. Ça, c'était en 2012. Aujourd'hui, on est en 2021, on a toujours un peu ce même discours de ouvrir le dialogue, donner de l'information, et on voit qu'on a certainement encore beaucoup de travail à faire par rapport à cette information. On est sur une estimation, on va dire, globale, entre à peu près 35-40% d'utilisation des pratiques complémentaires chez les patients atteints de cancer. Alors, aujourd'hui, on est sur une journée de l'après-cancer. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, je ressors l'étude Vican française qui s'est intéressée aux patients donc, après le diagnostic de cancer, et on voyait que 2 ans après ce diagnostic, on avait une utilisation de pratiques complémentaires qui était de 16%. Alors là aussi, ça peut varier, ces taux de prévalence, en fonction de la définition qui est accordée aux pratiques complémentaires ou à ces INM. Et ce qui est intéressant, c'est que presque la moitié des patients qui avaient recours à ces pratiques, eh bien, c'est l'annonce du cancer qui les avait incités à avoir recours à ces INM. Et on retrouve à nouveau l'homéopathie, bien sûr, la phytothérapie, les régimes alimentaires dans les techniques les plus utilisées, dans les INM les plus utilisés. Là, c'est une étude américaine, toujours aussi, qui comparait les patients, les survivors du cancer, et puis les adultes qui n'avaient pas de pathologie cancéreuse. Et vous voyez qu'il y avait 79% des patients après cancer qui déclaraient prendre au moins un complément vitaminique ou un complément à base de minéraux
par rapport à 68% des adultes sans cancer. Et le petit p était significatif. Et sur les types de pratiques utilisées, on retrouvait beaucoup de vitamines, de compléments vitaminiques et de minéraux, avec un P très significatif, et de produits ce qu'on a appelé naturels non vitaminiques, c'est-à-dire de la phytothérapie. Venaient ensuite les thérapies manuelles et corporelles, et puis ce qu'on appelle les autres systèmes médicaux, c'est principalement la médecine traditionnelle chinoise. Alors ça coûte des sous, hein, je crois que Grégory, tu en parlais au début. Cette étude montrait que au final, pour l'utilisation de ces pratiques, on avait à peu près un financement de 6,7 milliards, enfin ça coûtait aux utilisateurs 6,7 milliards de dollars par an, et que les survivants du cancer, entre guillemets, représentaient 6,9% de la population totale et représentaient à eux tout seuls 11,4% des dépenses annuelles en INM des adultes américains. Une autre étude aussi qui est parue dans le JCO en 2008, encore dans l'après-cancer, qui s'intéressait, donc là c'était plutôt une méta-analyse, qui regardait l'utilisation de la phytothérapie, des vitamines et des minéraux chez les patients qui avaient eu un cancer. Et vous voyez là encore qu'on a un taux très important d'utilisation de ces suppléments, entre 64 et 80%, et que là encore, on a beaucoup de patients qui se mettent aux pratiques complémentaires à cause ou grâce, je ne sais pas comment il faut le dire, au diagnostic de cancer. Et une chose importante qu'on a aussi abordée aujourd'hui, c'est cette histoire de discussion avec le médecin, avec l'oncologue, puisque jusqu'à 68% des médecins ignoraient l'utilisation des suppléments vitaminiques, minéraux ou autres de leurs patients atteints de cancer. Alors, la discussion avec l'oncologue, c'est difficile. Il y a très peu d'oncologues qui discutent phytothérapie et suppléments parce que bien souvent, ils n'ont pas non plus d'informations à apporter et ce n'est pas évident de discuter et de soulever des lièvres et puis après de ne pas pouvoir donner de l'information aux patients, on est un peu mal. Donc, on peut comprendre aussi que pour les médecins, ce soit un peu difficile. Vous voyez, ça, c'est une étude du JCO qui s'intéressait vraiment aux oncologues américains. Seulement 41% d'entre eux pouvaient parler phytothérapie. Ce qui était sûr, c'est que dans ces 41%, il n'y avait que 26% de ces discussions qui avaient été initiées par l'oncologue et que les 2 tiers n'étaient pas capables de répondre aux questions. Et 59% n'avaient reçu aucune formation à ce sujet et c'est même aucune information à ce sujet. Donc ça, je m'étais amusée à faire un petit tableau récapitulatif justement sur l'information et vous voyez que quel que soit le pays d'origine, eh bien, les patients, ils n'informent pas plus l'oncologue. Et même dans les études de phase 1, c'est la dernière en bas, vous voyez qu'on a encore 23% de patients qui n'informent pas l'oncologue et on va voir les répercussions potentielles. Donc, phytothérapie, quels sont les risques? Donc, c'est la slide du référentiel pratique complémentaire. Je ne vais évidemment pas parler des dérives sectaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux interactions avec le traitement conventionnel et aux toxicités directes de ce qu'on avale. Alors, des substances pour la prévention du cancer ou sa récidive, les patients, ils sont très loin d'aller regarder si on est en prévention primaire, tertiaire, tout ça, ça leur échappe. Ce qui est important, c'est soit de se protéger du cancer, soit d'éviter qu'il revienne. Alors, il y a la phytothérapie qui est en première ligne, on va voir ce que c'est, la vitaminothérapie, les minéraux avec le sélénium, le magnésium et plein d'autres, et puis la mycothérapie qui est l'utilisation des champignons. Quoi qu'il arrive, toutes ces substances sont utilisées soit à visée antitumorale, en tout cas c'est comme ça qu'elles sont un peu designées et c'est la pub qui est faite aussi sur Internet, soit antioxydantes, ça marche très bien, ou immunomodulatrices. Et c'est des propriétés éventuellement que ces plantes peuvent avoir dans des études in vitro. Alors, les interactions avec le traitement conventionnel, ils sont de 2 ordres. Soit ce sont des interactions qui sont pharmacodynamiques ou pharmacocinétiques. Pharmacodynamique, la substance va potentialiser ou diminuer l'effet d'un médicament par une action pharmacologique agoniste ou antagoniste. Exemple, par exemple, de l'ail. L'ail a une vertu anticoagulante et évidemment, elle va majorer l'action, par exemple, des anticoagulants ou des AVK chez les patients. Les interactions pharmacocinétiques, ce sont des
substances, donc des plantes, qui vont être ingérées et qui vont modifier l'absorption, la distribution, le métabolisme ou l'élimination du médicament. Et là, on va parler des cytochromes. Vous savez, ces cytochromes, ce sont les enzymes qui vont métaboliser, qui vont assurer le métabolisme hépatique des médicaments. Et on parle de cette grande famille des cytochromes P450 ou de la glycoprotéine P. Je vais vous donner des exemples très pratiques de ces interactions. Alors, quand on parle de la phytothérapie, on parle de quoi? On parle de plein de choses. On parle de l'utilisation de plantes à visée thérapeutique, préventive ou curative. Ça peut être les huiles essentielles. On regroupe ça sous le terme d'aromathérapie. Ça peut être l'utilisation de tissus jeunes végétaux, c'est la gémothérapie. Des plantes fraîches ou séchées, l'herboristerie. L'homéopathie, où on va utiliser des plantes fraîches qu'on va macérer et qu'on va ensuite diluer. La phytothérapie chinoise, donc, qui regroupe bien sûr la diététique chinoise, mais pas seulement, avec aussi l'acupuncture. Et puis la phytothérapie pharmaceutique, qui sont des substances végétales qu'on va extraire et qu'on va ensuite diluer dans l'alcool. Alors ça, je pense que c'est vraiment une slide importante parce qu'on n'a pas forcément tous conscience. Comment sont conditionnées les plantes? En fait, il y a deux grands types. Soit ce sont des produits médicamenteux, ce qu'on appelle les phytomédicaments, il y en a très peu. Donc les plantes sont inscrites sur la liste des plantes médicinales. Il y a des contrôles qualité, c'est comme dans les médicaments qui sont réalisés avant la commercialisation, et il y a une autorisation de mise sur le marché. Et puis, à côté, il y a les compléments alimentaires, ce qu'on appelle aussi les suppléments vitaminiques, minéraux ou phyto. Là, la qualité est garantie par le fabricant. C'est l'industriel qui va être responsable des contrôles qualité et c'est lui qui va mettre sur le marché les informations relatives à la sécurité de la substance et qui va informer le consommateur. Il n'y a pas d'autorisation individuelle de mise sur le marché. Donc ça, c'est déjà un premier point à soulever et je pense qu'il faut vraiment porter ce problème de réglementation qui va encore bien au-delà de la recherche, mais qui est tellement importante pour qu'on puisse aussi donner l'information à nos patients. Il y a beaucoup de substances de phytothérapie sur lesquelles il n'y a pas d'information, des boîtes sur lesquelles il y a vraiment, c'est minime l'information, et quand on analyse ce qu'il y a dans les gélules, parfois on trouve des surprises. Et on est très très loin de ce qui est noté sur les boîtes. Le conditionnement des plantes aussi, c'est la culture de la plante. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, on va manquer de données sur la composition, sur la qualité, mais aussi sur la partie de la plante qui a été utilisée. Comment est-ce qu'on a extrait la partie qu'on va utiliser et quelles sont ses conditions de croissance? Ça a un impact. Ça a un impact, les conditions météorologiques, la région géographique, l'âge des plantes à la récolte. C'est le cas par exemple du cannabis. Aujourd'hui, la NSM fait l'expérimentation cannabis. On sait très bien que le taux de CBD et de TCH va varier en fonction de la culture et en fonction de type de plantes qui seront utilisées. Et puis, et pas des moindres, des contaminations par les pesticides, les métaux lourds, et puis parfois d'autres choses. En 2008, il y a une firme qui commercialisait un produit qui était utilisé dans la prévention du cancer de la prostate, qui s'appelait P6Peace. Et dans ce complément, il y avait à peu près 15 herbes utilisées, et on s'est aperçu que dans ces herbes, il y avait aussi de la coumadine. Parce que sur la chaîne de production, eh bien, ça avait été... la coumadine avait infecté la chaîne de production, et donc les gens prenaient leurs compléments alimentaires à base d'herbes avec un peu de coumadine. Et puis il y a eu le petit frère, le Spice, tout seul, lui qui était aussi un complément de phytothérapie de 8 herbes et qui était contaminé par l'alprazolam. Donc bien sûr, ça a été retiré du marché, mais ça, c'est juste quelques petits exemples très pratiques qui fait qu'il faut faire quand même très attention à ce que prennent nos patients.
Alors, dans la vie, est-ce que c'est fréquent, les interactions avec le traitement conventionnel? Il y a pas mal d'études qui sont intéressées à ça. Vous voyez, au Moyen-Orient, ça c'était une étude qui était parue dans Cancer en 2016. On s'intéressait à l'utilisation des plantes par les patients et justement, on regardait s'il y avait des interactions potentielles avec les traitements conventionnels des patients. Et pas seulement les traitements contre le cancer, mais aussi les traitements pour le diabète, le cholestérol, l'hypertension. On s'est aperçu que sur les 44 compléments à base de plantes qui avaient été identifiés, il y avait 29 produits qui étaient potentiellement dangereux, dont 15 herbes qui présentaient clairement des interactions avec les médicaments sur ces fameuses interactions pharmacodynamiques dont j'ai parlé tout à l'heure par le biais des cytochromes. Et puis 18 herbes qui avaient des effets toxiques directs, soit des toxicités rénales, soit des toxicités cardiaques, des toxicités hépatiques. Alors les auteurs de cette revue, de cet article, remontaient aussi le fait qu'il y avait 7 plantes qui, in vitro, en tout cas dans les publications, augmentaient la réponse aux cellules cancéreuses et se posaient la question justement pour les patients qui étaient en cours de chimiothérapie de diminuer de façon un peu provocante les doses de chimiothérapie. Tout ça pour dire qu'on ne sait vraiment pas ce qu'on fait et on ne sait vraiment pas ce qu'on potentialise. Et surtout, le pire, c'est que les oncologues ne sont absolument pas informés de ce que prennent leurs patients, qui n'en ont évidemment pas conscience. Une autre étude anglaise, pareil, on s'est intéressé à 127 patients atteints de cancer qui étaient en cours de traitement de chimiothérapie. Là, on a retrouvé 101 produits avec 22 combinaisons qui étaient à risque douteux, 6 combinaisons qui étaient potentiellement dangereuses, une combinaison avec un danger significatif et une combinaison menaçante. Ça, c'est un cas clinique que j'aime beaucoup, qui est paru en 2008, qui n'est pas tout jeune, mais qui est intéressant. Côté très pratique, c'était une femme de 36 ans, non fumeuse, qui avait un cancer bronchique métastatique. Vous voyez le scanner initial, c'est l'image A. Et elle a été traitée par une thérapie ciblée qui s'appelle le gefitinib. Ça, c'était en 2008, donc en première ligne métastatique. Et puis, après 9 semaines de traitement, l'oncologue a décidé d'arrêter le traitement, puisque vous voyez le scanner en coupe B, la maladie progressait. Et puis, on a repris l'interrogatoire de cette dame et on s'est aperçu de cette dame. C'était un cas asiatique. Cette dame prenait des compléments alimentaires à base de ginseng, de plein de champignons différents et de sélénium. Et on lui a demandé d'arrêter ces compléments et de reprendre le gefitinib. 4 semaines plus tard, elle avait une claire réponse du gefitinib sur son scanner et qui était confirmée 30 semaines plus tard. Pourquoi ? Parce que le ginseng est éliminé. En fait, le ginseng va induire le cytochrome P3A4. Et le cytochrome P3A4, c'est l'enzyme qui va dégrader le gefitinib. Et du coup, en fait, on avait une clairance du gefitinib qui était très augmentée et donc une inefficacité du gefitinib par le ginseng. Alors vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, on est dans l'après-cancer, on n'est pas trop dans les traitements du cancer et les interactions, mais voilà un deuxième cas clinique réel qui est très fréquent d'ailleurs. Ce qui est relevé dans les études de l'après-cancer, c'est souvent des femmes qui ont eu un cancer du sein, qui vont avoir recours aux pratiques complémentaires et qui sont souvent utilisatrices même avant le cancer parce qu'elles se sont fait traiter aussi dans l'enfance par ces pratiques et donc qui vont poursuivre leur utilisation. Donc Madame P, qui a 38 ans, qui est cadre en entreprise, a eu un diagnostic de cancer, a été traitée par chirurgie radiothérapie et est actuellement sous tamoxifène depuis 2 ans. Comme antécédent notable, on a une hypertension artérielle, un syndrome dépressif qui est traité par Effexor. Donc, elle a toujours pris de l'homéopathie et puis elle voudrait améliorer ses bouffées de chaleur qui sont liées, en tout cas, c'est ce qu'elle dit, au tamoxifène. Et puis, elle se dit que finalement, elle pourrait aussi essayer d'éviter la récidive de son cancer et d'utiliser des antioxydants. Et donc, elle choisit la sauge.
Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est oncologue ou médecin généraliste pour répondre à cette patiente qui utilise la sauge, ou même pas lui répondre, mais simplement elle nous donne cette information et qu'est-ce qu'on va aller lui dire? On a réalisé ce petit livret qui est disponible sur le site de l'AFSOS en libre accès. Donc, ce livret, c'était le premier travail initial où on a répertorié au départ une dizaine de fiches, puis maintenant on en est à 20 fiches donc vous voyez les différentes phytos utilisées, les différentes plantes. Évidemment, on n'est pas exhaustif, mais l'idée, c'était vraiment de répondre aux patients de façon très pratique. Et donc, on trouve, bingo, la sauge. Donc, on va sur la fiche de la sauge et on voit déjà qu'il y a plein de façons d'utiliser la sauge. Et première chose, l'huile essentielle de plantes fleuries, de sauge qui est à proscrire. Pourquoi? Parce qu'elle contient une très grande quantité d'une substance qu'on appelle la thuone. La thuone, c'est ce qu'on retrouve, c'est la molécule qu'on retrouve dans l'absinthe et qui est donc très convulsivante. Donc très important à dire à nos patientes, ne mangez pas de l'huile essentielle de sauge. Ou en tout cas, faites attention, si vous mangez entre guillemets de la sauge, si vous dépassez une certaine dose de sauge, vous risquez des convulsions. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est utilisée en oncologie? Donc ça fait partie vraiment de la fiche. Vous voyez qu'en effet, elle est vendue, entre guillemets, comme traitement des bouffées de chaleur dans le cadre des ménopauses primaires ou secondaires. Elles ont, comme toutes les plantes, plein d'activités pharmacologiques. Donc là, je vous ai mis toutes les activités potentielles de la sauge: œstrogénique, antioxydante, anti-inflammatoire, bactéricide. Enfin, je vais pas tout lire. Mais vous allez voir que dans le livret de phyto, on a énormément d'actions pharmacologiques pour toutes les plantes. Quand on regarde ça, c'est presque magique. On peut tout utiliser, on peut soigner presque et traiter tous ces symptômes sans avoir recours à la médecine conventionnelle. Évidemment, c'est ironique. Alors, on revient sur notre cas clinique. On se rappelle que la patiente avait un cancer du sein, était traitée par tamoxifène. Et on voit en fait que la sauge a une action pharmacodynamique agoniste, c'est-à-dire qu'en fait, elle a des composantes qui vont faire un effet œstrogène-like. Donc évidemment, dans les cancers hormonodépendants du sein, c'est pas une bonne chose que d'utiliser la sauge. Alors évidemment, quand c'est en tisane, c'est moins grave que quand c'est en complément alimentaire. Mais ce qui est très important, c'est quand on a des compléments alimentaires, que ce soit des gélules ou des comprimés ou autres, c'est de savoir combien est-ce qu'on a de milligrammes de sauge. Et ça, parfois, je vous assure que c'est vraiment très difficile, parfois, à essayer de remonter. Et puis l'autre élément important, c'est que la sauge, c'est un inhibiteur enzymatique, et on y revient encore, de ces fameux cytochromes et notamment du P2D6. Et en fait, le P2D6, c'est ce qui permet la transformation du tamoxifène en produit actif. Donc là, non seulement c'est pas conseillé dans le cadre de son cancer du sein, mais en plus, le traitement qu'elle prend, qui est censé limiter le risque de récidive de son cancer, eh bien, il est inactivé par l'utilisation de la sauge. Et puis, un autre aussi aspect, c'est que il y a des antidépresseurs, notamment, qui utilisent ce fameux cytochrome P2D6, dont l'Effexor. Et donc, la patiente qui prenait son Effexor, eh bien, c'est comme si elle avait une activité moindre, voire nulle, de son traitement antidépresseur. Alors ça, c'est pour vous donner un autre exemple d'une fiche qu'on a faite, mais ça se présente comme ça, c'est très pratique. C'est-à-dire que c'est une page d'informations minimales, et à côté, vous avez, si vous vous êtes intéressé, les bibliographies qui nous ont permis d'écrire ces fiches. Une autre toxicité, je vous ai parlé des interactions potentielles avec les traitements conventionnels. Autre toxicité, c'est les toxicités directes. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans la littérature pas mal de case reports, notamment de chocs anaphylactiques aussi, à des injections de plantes ou bien même des inhalations sur des huiles essentielles. Donc on en retrouve vraiment beaucoup. Là, je vous ai cité juste 2 exemples. Celui du gui. Initialement, le gui, on l'ingérait
Et c'est très toxique, et c'est justement, ça perturbe beaucoup le bilan hépatique, voire même ça fait des hépatites aiguës fulminantes. Et c'est la raison pour laquelle on injecte maintenant le ghee et qu'on a diminué en fait le profil de sécurité du ghee en l'injectant plutôt qu'en le faisant avaler aux patientes. Après, je ne vous parle pas des raisons pour lesquelles il est utilisé et de l'efficacité du ghee. Mais ça, c'est juste un exemple de toxicité directe. Et vous voyez, c'est des données qu'on a depuis 81. Mais on voit encore des gens qui sont capables d'utiliser du ghee et capables de l'ingérer aujourd'hui. Le curcuma, on en a parlé tout à l'heure. Là encore, en fonction de la dose, en fonction de la concentration, on peut avoir des toxicités hépatiques, et il y a pas mal de case reports qui ont été observés et rapportés dans la littérature. Alors, quid des vitamines? Je vous ai parlé pas mal de phyto. Quid des vitamines et des minéraux? Le plus bel exemple qu'on a, c'est quand même la vitamine E et la provitamine A, qu'on avait utilisé initialement pour prévenir le cancer du poumon, et on s'est aperçu que une supplémentation importante en vitamine E et en provitamine A augmentait les cancers chez les patients fumeurs. Donc on faisait exactement l'inverse de ce qu'on voulait faire initialement. Et puis, idem dans le cancer de la prostate, avec l'utilisation donc de minéraux comme le sélénium et la vitamine E, on s'est aperçu que les patients qui étaient supplémentés par du sélénium et qui avaient un taux qui n'était pas carencé en sélénium, c'est-à-dire qu'il y avait un taux normal de sélénium dans leur organisme, eh bien, ils étaient à risque de développer des cancers de la prostate. Donc, warning, bien sûr, là-dessus aussi. Et vous avez des belles études et des méta-analyses qui montrent que ça n'a pas d'intérêt et c'est même dangereux. Donc, en gros, et je finirai peut-être là-dessus, c'est qu'il est important de discuter. Et vraiment, tout à l'heure, Bruno Reynard disait il faut ouvrir le dialogue, il faut... Oui, je ne peux que insister là-dessus. Il y avait aussi une observation une remarque sur l'information à donner. Je crois que c'est extrêmement important. Il ne faut pas laisser cette information aux spécialistes de phyto. Il faut que vraiment les médecins s'en saisissent. C'est pour ça qu'on essaye de faire des choses très pratiques qui sont utilisables en consultation, parce que le patient, même s'il va sur Internet, sa première ressource, c'est quand même le médecin, c'est quand même le soignant, c'est sa première source d'information. Ça ressort dans beaucoup d'études. Et c'est ce qu'il considère comme étant la source la plus fiable. Et bien souvent, il va sur Internet parce qu'il n'obtient pas les informations de ses soignants. Donc, formons les médecins généralistes, comme on l'a fait, comme disait Pierre Bondil, avec la sexualité, les troubles de la fertilité. Formons, informons, et puis petit à petit, on arrivera aussi à lever toutes ces interactions et ces problèmes de sécurité. Donc, avoir des informations quand on parle de phytothérapie sur l'origine des produits, sur le nom exact des produits, leur forme, est-ce que c'est en gélule, est-ce que c'est des tisanes, est-ce que c'est de l'huile essentielle, les voies d'administration, il y a beaucoup de voies d'administration, les fréquences, parce que ça joue aussi sur la dose, et puis quel mélange. Aujourd'hui, on voit beaucoup, par exemple, d'huiles essentielles qui sont multipliées dans des jolis flacons. On trouve 15-20 huiles essentielles. Donc là, on est en train d'augmenter les interactions. C'est plus trop ce qu'on fait. Et là-dessus, on le donne à des patients qui sont déjà médiqués, qui ont déjà un traitement. Donc ça devient de la folie de voir toutes les interactions. Donc soyons un peu simplistes. Et puis limitons quand même le nombre de substances à ingérer. Comme ça, on sera sûr de faire le moins de mal possible. Donc ça, c'est une slide sur, oui, il faut informer les patients. Qui doit les informer? C'est tout le monde et tout le temps. Et puis surtout, c'est rester ouvert sans culpabiliser le patient. Et ça, c'est vraiment très important, ni le juger, parce que sinon, le patient, il va très vite fermer la porte et il va s'en aller. Je crois que ça, prévenir les fausses idées naturelles ne veut pas dire sans danger ou sans risque. C'est extrêmement important. Je crois que je dis ça tous les jours à chacun de mes patients, parce que ça, c'est vraiment un truc qui
qui, je sais pas, on doit être né de base avec cette phrase que naturel, c'est sans danger. J'essaye de remonter l'histoire, mais je ne comprends pas. En tout cas, en pratique, comment est-ce qu'on peut faire, nous, les oncologues et les médecins et les soignants en général, pour trouver de l'information aujourd'hui? On peut contacter nos pharmaciens. Parfois, les pharmaciens se trouvent aussi un peu démunis, mais ils peuvent être une bonne ressource. Contacter les centres de pharmacovigilance qui ont les case reports, qui ont les toxicités hépatiques, cardiaques, anaphylactiques de certaines substances. Aller sur le site Theriac, aller sur le site belge du cancer.be où ils donnent pas mal d'informations sur les compléments alimentaires. Vous pouvez rentrer votre chimiothérapie et rentrer une ou deux plantes maximum et ils peuvent vous donner quelques interactions. Alors malheureusement, quand on a 15 plantes, ça devient très compliqué. Et puis l'excellent site du MSKCC qui a créé une application smartphone qui s'appelle About Herbs que vous pouvez télécharger sur tous vos smartphones. Et vous avez une partie qui est destinée aux professionnels de santé avec les études, les indications, les précautions d'emploi. Ces fiches sont remises à jour très régulièrement et vous avez aussi une partie plus grand public qui donne de l'information générale et là où il ne faut pas utiliser la plante si on prend par exemple des anticoagulants ou des antidiabétiques oraux. Et vous rappelez aussi que vous pouvez aller sur le site de l'AFSOS télécharger nos référentiels. En termes de pratiques complémentaires ou d'INM, on a développé l'acupuncture avec notamment le Collège français d'acupuncture et de médecine traditionnelle chinoise. On a développé celui de l'hypnose, celui de l'ostéopathie et cette année, en 2022 plutôt, on est en train de travailler au référentiel sur la méditation de pleine conscience. Et je vous invite d'ailleurs, si vous souhaitez participer à ces référentiels, le groupe est ouvert et on va ensuite valider ces référentiels au mois d'avril. Je crois que j'ai une slide avec les dates. C'est des journées qui sont en distanciel, donc vous pouvez vous inscrire et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le référentiel et y ajouter vos remarques pour que ce référentiel soit le plus pratique possible. Voilà, et dernière info, et je m'arrêterai là. J'ai aussi, dans mon sac à dos, si ça vous intéresse, des petits livrets d'informations pour nos patients, pour qu'ils s'y retrouvent sur les pratiques complémentaires en cancérologie. On s'est basé sur les travaux des référentiels, donc évidemment, on ne parle pas de toutes les pratiques, mais on parle de l'hypnose, on parle de l'acupuncture, on parle de l'ostéopathie, on parle du risque des plantes et de la phytothérapie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Stéphanie. On a encore 8 minutes pour discuter. Effectivement, tu l'as dit en conclusion, je dirais presque au début, la nature, ça ne soigne pas tout le temps. Et il y a beaucoup de risques et de risques importants. Et tu l'as dit sur des questions de toxicité. Et peut-être que la recherche va avancer aussi sur les synergies. Parce que c'est l'un et l'autre. Et le dernier point, mais c'était évoqué, nous on a des patientes, c'est 500 € par mois. 500 € par mois de compléments alimentaires. C'est quand on dit que la question de tout à l'heure était j'arrive même pas à manger, mais je vais quand même dépenser, parce qu'on me l'a dit, des sommes hallucinantes et avec, évidemment, tu l'as très bien dit, pointer des risques. Et je crois qu'il faut vraiment aller consulter ces référentiels. Hélas, si on parle que de plantes médicinales, c'est entre 15 000 et 30 000 plantes médicinales. Et si on doit les combiner en plus à tous les traitements du cancer, parce que là aussi, les connaissances qu'il y avait il y a 30 ans sur les thérapies, peut-être c'est ma première question en tout cas, en disant que si on regarde de l'autre côté des traitements, ils ont aussi progressé. Et on s'est aperçu, et les pharmaciens chez nous s'aperçoivent que, attention, on ne peut plus parler de la même façon parce que ce n'est pas une chimiothérapie, c'est des chimiothérapies, c'est des cancers. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette évolution-là, de ce besoin de recherche dans le domaine ? Il y a clairement un besoin de recherche, mais il ne faut pas se leurrer, comme tu dis. On n'arrivera jamais à saisir toutes les interactions quand on voit le nombre de plantes, en plus les multiplications. C'est-à-dire que les gens ne prennent pas seulement une plante. Ils prennent de la phyto, ils prennent des vitamines, ils prennent des minéraux. Là-dessus, ils vont sniffer un peu d'huile essentielle. Enfin, on ne sait plus trop ce qu'on fait. Plus les traitements de chimio avec les antiémétiques, les antidiarrhéiques, ça fait un cumul de substances dans l'organisme
qu'on ne maîtrise absolument pas. Et je crois même qu'en faisant beaucoup de recherches, on n'arrivera jamais à être exhaustif sur toutes ces interactions potentielles, d'où l'importance de l'information. Voilà. Et sincèrement, en pratique, moi, quand je dis simplement à mes patients que naturel ne veut pas dire sans danger et que potentiellement il y a des interactions et qu'il y a des gens qui font des chocs allergiques, qu'il y a des gens qui ont des interactions avec des médicaments et qui prennent simplement conscience de ça, je vous assure que 80% des patients n'ont pas conscience que ça peut avoir des interactions avec leur traitement. Et juste ça, c'est une façon aussi de les impliquer parce qu'ils souhaitent être impliqués dans cette prise en charge. Moi, je leur donne le site de About Herbs. Ils se rendent compte eux-mêmes et ils arrêtent. Parfois, ils ne trouvent pas la réponse à leurs questions, mais après, voilà, c'est à eux de prendre aussi ce risque. Mais à partir du moment où ils ont compris qu'il y a potentiellement un risque, généralement, ils ne le prennent pas. Il y a des questions dans la salle. Oui, au fond, 2 questions. Je pense que tu dis quelque chose d'important dans ce dialogue, d'aller vers peut-être un jour ou l'autre une vigilance autour de ces pratiques. On a de la pharmacovigilance, mais on n'a pas de non-pharmacovigilance. On a l'ANSES qui regarde un petit peu, mais uniquement sur le côté alimentaire et pas tellement complément alimentaire. De l'autre côté, lorsqu'on va sur les centres de toxico, ils sont quand même très proches des interactions médicamenteuses. Donc on a vraiment à mettre en place un jour ou l'autre un suivi bien plus important. Et peut-être que là, encore une fois, le big data nous permettrait peut-être d'identifier un certain nombre de repères, mais encore faut-il le tracer. Madame, et puis professeur Jacob Verschmidt. Bonjour, je m'appelle Anne Portier, j'étais infirmière, je suis devenue naturopathe et en 1993, l'hôpital de Montélimar m'a embauchée pour gérer les effets secondaires de la phytothérapie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie avec des méthodes naturelles. Et à l'époque, les effets secondaires n'étaient absolument pas pris en compte. Donc, moi, je n'avais pas de recul, je ne savais pas ce qui se faisait ailleurs. J'ai fait comme j'ai pu. Et puis, le cancérologue était très content parce que les gens étaient contents, ils avaient moins d'effets secondaires. Et puis, petit à petit, dans les années 2000, chaque mois, il me disait « Ah tiens, pas de pamplemousse. Ah bah tiens, pas de millepertuis. Ah bah plus de zinc, plus de sélénium. » Je vous signale que le laboratoire Richelet faisait le sélénium ACE qui était donné pour la radiothérapie. En toute confiance, tout le monde achetait ça. Ça avait été repris par Merck. Bref. Donc petit à petit, on avait des interdictions. En 2011, on m'a demandé d'enseigner aux naturopathes justement les soins de support en oncologie. Et j'ai refait des recherches et je suis allée à l'INCa. Et là, il y avait une liste de plantes interdites en cancérologie. C'était très pratique parce que chaque année, j'allais sur l'INCa et je reprenais les nouvelles plantes parce qu'il y en avait de plus en plus, surtout avec les cytochromes. Donc ça, la liste s'allongeait. Seulement maintenant, à l'INCa, il n'y a plus rien, on ne retrouve plus ces plantes interdites. J'ai eu votre petit livret, mais finalement, la chimiothérapie étant pro-oxydante, on nous empêche les antioxydants. Or, tout fruit, tout légume cru est antioxydant. Ça veut presque dire que si on mange du Nutella et des knackis, on peut le faire. Enfin, c'est limite, mais c'est vrai que c'est quand même parfois quand on voit que l'ail, ben non, il y a des cytochromes, c'est compliqué. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand même, la formation, elle existe. Les gens s'automédiquent peut-être tout seuls, mais les naturopathes formés en oncologie sont documentés sur la phyto. On fait quand même 200 heures de phytoaroma. La sauge officinale et la sauge sclarée, on n'a jamais donné en oncologie, on le sait depuis les années 70, donc quand même. Donc voilà, je voudrais rétablir un peu, il y a quand même, tout le monde ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Et comme vous l'avez très bien dit, il y a énormément de gens qui s'automédiquent et qui vont absolument pas voir de naturopathe. Et tous les naturopathes ne sont pas formés de la même façon. C'est vrai. Et donc, plus on avance comme ça dans la réflexion et plus on voit qu'on introduit un certain nombre de paramètres qui fait que on ne sait plus trop où trouver l'information et qu'est-ce qu'on fait au final. Donc j'espère que vous n'avez pas retenu de mon intervention qu'il faut manger du Nutella et des knackis parce que sinon je vais déprimer très fort. Mais l'idée, c'est pas justement, c'est un peu comme l'histoire des dérives sectaires avec la Miviludes. On est au ministère, donc c'est de bon ton de parler de la Miviludes. Vous savez, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
qui fait maintenant partie du ministère de l'Intérieur. Cette organisation, elle s'est mise à lister des pratiques, des interventions non médicamenteuses qu'il ne fallait pas utiliser. Parce qu'il y avait des dérives, des cas qui avaient été signalés à la Miviludes de sectes. Voilà. Et donc, il y a des pratiques qui sont retrouvées dedans. Et ça n'a pas de sens, de lister à la fois des pratiques complémentaires ou de lister des plantes de phytothérapie. Et je suis bien contente que sur l'INCa, vous trouviez plus ça, parce que, encore une fois, aujourd'hui, je peux vous dire, vous pouvez manger de l'ail, évidemment. Par contre, si vous en mangez matin, midi et soir, et que vous commencez à cumuler une quantité de grammes d'ail très importante, vous allez avoir l'activité anticoagulante de l'ail qui va être significative. Alors que si vous en mettez comme ça dans l'alimentation, il n'y aura pas de problème. Donc le problème, c'est l'excès et le problème, c'est le dosage. Donc il ne s'agit pas de dire il ne faut pas faire de curcuma, il ne faut pas faire d'ail, il ne s'agit pas de dire ça, mais il s'agit d'informer les patients justement sur c'est pas parce qu'on en met dans l'alimentation comme ça en condiment qu'on peut tout se manger avec des concentrations très importantes dans les gélules et en disant c'est naturel, c'est de l'ail, c'est rien du tout. Non, c'est pas rien. Voilà. C'est simplement le message que je voulais donner, et aussi de ne pas mettre des chapeaux sur des pratiques parce qu'en fait, comme pendant les dérives sectaires, ce qui compte, c'est les messages aussi qui sont véhiculés. Et qu'on soit soignant ou pas soignant, on peut tous avoir, ce que je dis toujours, des discours sectaires, et que ce n'est pas forcément lié à la pratique, mais à celui aussi qui pratique la pratique et à l'intervenant. Donc il faut y faire attention. Je voulais juste revenir sur, effectivement, on va terminer, mais il y avait quand même une question. On peut permettre une question, si vous voulez, s'il vous plaît. Ce serait vraiment important, voilà, devant. Je voulais juste dire que vraiment, les nouvelles technologies vont nous permettre d'avancer. Et je pense que l'INCa, ou que la Ligue contre le cancer, ou que les sociétés savantes vont devoir avoir un rôle. Et j'espère que la NPI aura aussi un rôle pour commencer à informer de façon plus précise, avec du langage patient et probablement avec des patients aussi, et que des patients parlent aux patients pour donner de bons messages, des messages très clairs. On a beaucoup de travail à faire à ce sujet. Pour finir, Jacques Capoisson. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est vrai que le monde médical n'est absolument pas formé à l'approche végétale. Donc ça, je crois qu'il y a une carence. Mais on peut se poser quand même plusieurs questions, et le fait d'avoir dit que la toxicité est dans la dose, c'est une vision tout à fait symbolique, mais absolument réelle. Mais est-ce qu'on sait finalement clairement pourquoi les patients se ruent ou sont victimes à la limite de cette recherche de suppléments, qu'ils soient végétaux ou pas? C'est pas finalement la carence à une réponse qu'ils n'ont pas eue ailleurs, pareil, pour leur demande. C'est combler un vide. Alors c'est sûr qu'ils sont victimes de certains industriels ou des publicités, puisque ce ne sont pas des médicaments, donc c'est des produits chimiques qui sont vendus assez librement en France. Donc finalement, l'utilisation de ces produits, qui sont malheureusement présentés de manière telle qu'on va les rejeter parce que ce sont des plantes, et donc du coup, alors qu'il y a sans doute quand même beaucoup de choses qui sont extrêmement utiles. Donc le rejet végétal est un danger, c'est dommage, parce qu'il y a quand même une grande partie des médicaments vient du monde végétal, mais ces carences, moi je me pose la question, en tant que médecin, on a un vide dans notre discours, et la non-réponse des patients les fait se ruer vers ces approches-là. Et donc, c'est d'autant plus un témoignage d'une nécessité quand on voit la demande et l'appétence des patients. L'inconvénient, et ça c'est peut-être le rôle de la société savante, d'être un interlocuteur. C'est-à-dire, en gros, quand il y a un besoin, où est-ce que je fais appel, à qui je fais appel? Vous nous avez montré effectivement une liste de sites internet ou de possibilités, mais il y a une carence considérable dans le conseil thérapeutique ou parathérapeutique, que ce soit en cancérologie ou pour d'autres sujets. Et donc là, il y a vraiment une demande importante. Mais rejeter d'emblée
le monde végétal et un certain nombre de choses, parce que on rentre à ce moment-là dans les fake med, on n'est pas du tout dans la démarche un peu ridicule de la Miviludes, mais par contre, rejeter le monde végétal qui est extrêmement utile par ailleurs est tout à fait délétère. Alors c'est vrai qu'il y a un danger, mais le danger est quand même mineur si on regarde l'ensemble de la littérature par rapport à l'amplitude du sujet. Donc je crois que votre intervention était extrêmement importante et montre à la fin l'énorme carence du monde médical par rapport aux connaissances, mais ils sont désemparés, c'est vrai que par ailleurs. Mais c'est quand même pas... Le danger est quand même à minimiser quand même de manière importante, donc c'est très bien de faire une mise en garde et je crois que je vous en remercie beaucoup. Et je pense qu'il est pas si minime que ça, parce qu'on a vraiment un énorme manque de données. C'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de patients qui en parlent. J'ai le cas très récemment d'un patient qui a fait un hématome sous-dural. On n'a pas compris parce qu'il n'avait pas vraiment eu de chute, il n'avait pas de toxicité alcoolique, enfin, et on n'a pas compris. Et en fait, vraiment en l'interrogeant, mais de façon très, très, très détaillée, très intense, il nous a répertorié qu'il avait pris en fait plein de substances végétales qui étaient anticoagulantes. Et donc, je pense, je ne dis pas que c'est le cas de tout, hein, de tout le monde, mais je pense qu'on manque cruellement de données. Et comme disait Grégory, je pense qu'à un moment, ce serait intéressant d'avoir un registre pour qu'on puisse aussi savoir, rassurer les patients aussi, hein, dans l'autre sens, et rassurer aussi les soignants. Mais je pense qu'on manque cruellement de données là-dessus. Et pour rebondir, et je suis complètement d'accord avec vous, sur l'information, et ça va faire écho aux différentes interventions, que ce soit l'APA ou que ce soit la diététique, on manque clairement en France de consultations, de prévention et de conseils à la prévention. On parle de prévention, on est dans l'après-cancer, et on n'a pas de consultation de médecins généralistes qui puissent donner de l'information générale de base, et pas seulement il ne faut pas fumer ou il ne faut pas boire. Toutes ces informations sur l'activité physique, sur les conseils nutritionnels, c'est fondamental. Et ces différences avec les compléments alimentaires, c'est fondamental de l'expliquer aux patients, voilà, que ce soit l'insomnie et autres. Donc vraiment, je pense que si on pouvait aussi développer les consultations préventives d'information et de conseils, ce serait intéressant. Mais ma remarque, c'est pas d'information ne doit pas entraîner un rejet systématique. Parce que c'est un peu ça la tendance qu'on pourrait avoir. La tendance est plutôt, c'est clair que les patients ont envie de se donner toutes les chances et donc forcément ils vont chercher et on ne pourra pas les empêcher, au contraire, c'est tout à fait humain. La question, c'est comment on va leur répondre. Et peut-être qu'il y a un métier qui n'a pas été secondé, peut-être que je me permets, mais le pharmacien aussi doit retrouver aussi sa place dans sa fonction de conseil, puisqu'il a aussi de la parapharmacie, et que souvent il est pris pour le spécialiste des médicaments, mais en fait il est spécialiste également des compléments alimentaires et des plantes, et il a aussi une fonction et une orientation pour éventuellement dire là, c'est peut-être pas l'occasion d'acheter, attendez, et peut-être plus tard. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. On va en rediscuter, je suis désolé, je suis obligé de frustrer un petit peu tout le monde, et si vous pouvez reposer votre question après. On va beaucoup discuter sur les parcours et justement ces questions autour de la vigilance, sur les recommandations et sur les prescriptions. On va passer 2 heures à discuter sur véritablement comment on construit les parcours d'intervention non médicamenteuse. Je remercie encore Stéphanie Traguer parce que c'était peut-être la tâche la plus compliquée à aborder. Bon, bravo. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. On se retrouve à 14h avec Olivier Aromatario sur les nouvelles technologies, puis la grande discussion sur les parcours d'INM dans le cadre de l'après-cancer. Merci encore à toutes et à tous.